L'histoire de Byzance, les mystères d'un empire millénaire. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Alors que vous vous installez confortablement, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, vers un empire qui a défié toutes les attentes. Imaginez un monde où Rome n'est jamais vraiment tombée. Un empire qui a survécu 1000 ans après la chute de sa moitié occidentale. Comment est-ce possible? Qui étaient ces Romains qui parlaient grec? Comment ont-ils résisté à d'innombrables sièges, invasions et trahisons internes? Et pourquoi appelons-nous Byzantins un empire qui ne s'est jamais désigné ainsi? Ce soir, nous plongeons dans les mystères d'un empire millénaire qui a préservé l'héritage classique tout en forgeant sa propre identité unique. Un empire qui a survécu à l'effondrement de l'Antiquité, traversé le Moyen-Âge et qui n'a cessé de se réinventer jusqu'à sa fin dramatique. Voici l'histoire de Byzance, l'Empire romain d'Orient. Obrka, un empire, né de la division. Avant que Constantinople ne devienne le joyau resplendissant de la Méditerranée orientale, avant même que l'Empire byzantin ne prenne forme, il existait déjà un monde complexe et fragile. L'Empire romain, cette machine politique et militaire qui avait unifié le monde méditerranéen, montrait des signes d'essoufflement. Le IIIe siècle après Jésus-Christ avait été marqué par une crise profonde, une succession d'empereurs éphémères, souvent proclamés par leurs légions puis assassinés quelques mois plus tard. Des frontières menacées par les Perses à l'est, les peuples germaniques au nord. Une économie déstabilisée par les dévaluations monétaires successives. Dans ce contexte troublé, l'empereur Dioclétien prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. En 285, il divisa l'administration impériale en deux parties. L'Orient et l'Occident, désormais gouvernés séparément, mais toujours unis en théorie. Ce n'était pas encore une séparation formelle, mais plutôt une réorganisation administrative pour mieux gérer un territoire devenu trop vaste. Vous pouvez presque entendre le grincement des plumes sur le parchemin, tandis que les fonctionnaires impériaux redessinent les cartes administratives. Sentir l'encens qui brûle dans les temples alors que les cérémonies officielles consacrent cette nouvelle organisation. Ce n'est pas encore Byzance, mais c'est déjà le prélude à sa naissance. Quelques décennies plus tard, Constantin le Grand franchit un pas décisif. En 330, il décide de fonder une nouvelle capitale sur le site de l'ancienne cité grecque de Byzance. Un emplacement stratégique exceptionnel. Une péninsule protégée par la mer de Marmara, la Corne d'Or et le Bosphore. Un carrefour entre l'Europe et l'Asie, entre la Méditerranée et la mer Noire. La Nouvelle Rome, comme l'appelait Constantin. Mais très vite, on commença à la nommer Constantinople, la ville de Constantin. Imaginez le chantier colossal, des milliers d'ouvriers façonnant le marbre, érigeant des colonnes, traçant des avenues. Le bruit des marteaux, le cri des architectes donnant leurs instructions. Une ville entière qui sort de terre par la volonté d'un seul homme. Constantinople fut inaugurée en 330 avec des jeux et des distributions de nourriture qui durèrent 40 jours. La nouvelle capitale fut dotée d'un sénat, de forums, d'un hippodrome pouvant accueillir 100 000 spectateurs. Elle était divisée en 14 régions, comme Rome. Tout était fait pour qu'elle soit le miroir oriental de l'ancienne capitale. Mais Constantin fit plus que bâtir une ville. Il transforma profondément l'Empire, en légalisant le christianisme par l'édit de Milan en 313. Ce n'était pas encore une religion d'État, mais le début d'une évolution qui allait faire du christianisme un pilier central de l'identité byzantine. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait? Après des siècles de persécutions sporadiques, les chrétiens pouvaient désormais pratiquer leur culte au grand jour. Des églises commençaient à s'élever dans les villes de l'Empire, côtoyant les anciens temples païens. Le paysage religieux se transformait lentement, annonçant un changement culturel profond. La division devient permanente. L'année 395 marque un tournant décisif.
À la mort de l'empereur Théodose Ier, l'Empire est formellement divisé entre ses deux fils. Arcadius reçoit l'Orient avec Constantinople comme capitale, tandis qu'Honorius hérite de l'Occident avec Rome, puis Ravenne comme siège du pouvoir. Cette fois, la division n'est plus simplement administrative. Ce sont désormais deux entités politiques distinctes, même si elles continuent de se considérer comme les deux moitiés d'un même empire. Deux empereurs, deux cours, deux administrations séparées. Le destin de ces deux moitiés allait pourtant être radicalement différent. Tandis que l'Occident s'enfonce progressivement dans une crise militaire et économique qui culminera avec la déposition du dernier empereur Romulus août 1476, l'Orient parvient à maintenir sa cohésion et sa prospérité. Pourquoi cette différence de destin ? D'abord, l'Orient bénéficiait d'une situation économique plus favorable. Des provinces riches comme l'Égypte, le grenier à blé de l'Empire, ou la Syrie avec ses routes commerciales. Des cités prospères comme Alexandrie, Antioche, Éphèse. Un réseau urbain dense qui servait de base à l'administration et au commerce. Ensuite, l'Orient était mieux protégé géographiquement. La menace principale venait de l'empire perse sassanide, un adversaire puissant mais unique face auquel on pouvait concentrer les défenses. L'Occident, en revanche, devait faire face à de multiples peuples le long d'une frontière terrestre immense et difficile à défendre. Enfin, l'administration orientale avait su préserver son efficacité. La collecte des impôts fonctionnait, permettant d'entretenir une armée professionnelle. Le commerce restait actif, nourrissant les caisses de l'État. La monnaie d'or, le solidus, maintint sa valeur pendant des siècles, offrant une stabilité économique que l'Occident avait perdue. Alors que les derniers empereurs d'Occident voyaient leur autorité se réduire comme peau de chagrin, confinés dans Ravenne pendant que des chefs barbares gouvernaient de facto les provinces, leurs homologues orientaux consolidaient leur pouvoir à Constantinople. L'âge d'or de Justinien. Si un seul nom devait symboliser la grandeur et l'ambition de l'Empire byzantin à son apogée, ce serait celui de Justinien. Né dans une famille modeste d'Illyrie, il accéda au trône en 527, héritant de son oncle Justin Ier. Son règne, qui dura jusqu'en 565, allait marquer profondément l'histoire de l'Empire. À ses côtés se tenait une femme exceptionnelle, l'impératrice Théodora. Ancienne actrice issue d'un milieu populaire, elle avait gravi les échelons de la société byzantine jusqu'à épouser le futur empereur. Son intelligence politique, son courage et sa détermination en firent bien plus qu'une simple consort. Lors de la révolte Nika en 532, alors que Justinien envisageait de fuir la capitale face à l'émeute, c'est Théodora qui l'aurait convaincu de rester avec ses mots célèbres. La pourpre fait un beau linceul. Imaginez la scène. Constantinople en proie à la violence, des quartiers entiers en flammes, la foule qui scande des slogans hostiles dans l'hippodrome, le bruit assourdissant de dizaines de milliers de voix réclamant un nouvel empereur. Le palais impérial assiégé, les conseillers paniqués suggérant la fuite, et cette femme, droite et digne, qui refuse d'abandonner le pouvoir même face à la mort. La répression fut brutale. Le général Bélisaire et ses hommes pénétrèrent dans l'hippodrome bondé et massacrèrent les émeutiers. On parle de 30 000 morts en une seule journée. Le message était clair. L'autorité impériale ne céderait pas face à la rue. Une fois son pouvoir consolidé à l'intérieur, Justinien se tourna vers l'extérieur avec un projet ambitieux, la reconquête de l'Occident. En 533, ses généraux Bélisaire et Narsès entament la reconquête de l'Afrique du Nord, alors aux mains des Vandales. L'opération est un succès éclatant. Carthage retombe sous contrôle impérial après un siècle de domination vandale. Puis vient le tour de l'Italie. En 535 commence une guerre longue et dévastatrice contre les Ostrogoths. Rome change de main plusieurs fois. Les campagnes italiennes sont ravagées par le passage des armées. Finalement,
En 554, après presque 20 ans de combat, l'Italie redevient romaine. Justinien contrôle également une partie de l'Espagne, arrachée aux Wisigoths. Pour un bref moment, la Méditerranée redevient un lac romain. Les navires byzantins sillonnent à nouveau Mare Nostrum, reliant Constantinople à Carthage, à Naples, à Ravenne. Le rêve de restauration de l'Empire semble à portée de main. Mais ces conquêtes, si impressionnantes soient-elles, s'avèreront fragiles. À peine 3 ans après la mort de Justinien, les Lombards envahissent l'Italie et en conquièrent une grande partie. L'Espagne sera presque entièrement perdue au profit des Wisigoths. Seule l'Afrique du Nord restera fermement byzantine jusqu'à l'expansion arabe du siècle suivant. L'héritage le plus durable de Justinien n'est peut-être pas dans ses conquêtes militaires, mais dans ses réalisations intérieures. Son œuvre législative, le Corpus Juris Civilis, compilation et réorganisation du droit romain, influencera profondément le développement juridique de l'Europe médiévale et moderne. Et puis, il y a les monuments. La plus emblématique est sans doute Sainte-Sophie, l'église de la Sainte Sagesse, chef-d'œuvre architectural conçu par les mathématiciens Antémius de Tralles et Isidore de Milet. Lorsque Justinien pénétra dans l'édifice achevé, il aurait murmuré « Salomon, je t'ai surpassé ». Imaginez-vous sous cette coupole qui semble flotter dans les airs, portée par 4 pendentives dans une prouesse technique inédite. La lumière qui filtre par les 40 fenêtres percées à sa base, donnant l'impression que la coupole flotte sur un anneau de lumière. Les mosaïques d'or qui captent et réfléchissent à cette lumière, créant une atmosphère irréelle, comme suspendue entre ciel et terre. Sainte-Sophie incarnait parfaitement la synthèse byzantine. Technique de construction romaine, influence artistique hellénistique, spiritualité chrétienne orientale. Un monument qui traduisait en pierre les ambitions universelles de l'Empire. L'âge des crises, face à l'islam, le 7e siècle marque le début d'une période de crise existentielle pour l'Empire byzantin. Un nouvel acteur entre en scène avec une force inattendue, l'islam. En 632, à la mort du prophète Mahomet, les armées arabes commencent une expansion fulgurante qui prend de court les 2 grandes puissances de l'époque, Byzance et la Perse sassanide. Ces 2 empires venaient justement d'achever une guerre d'usure de 26 ans. L'empereur Héraclius avait finalement vaincu les Perses, récupérant les territoires perdus et même la vraie croix, enlevée lors du sac de Jérusalem en 614. Mais cette victoire avait épuisé les 2 belligérants, les laissant vulnérables face au nouvel adversaire. En quelques décennies, l'Empire byzantin perd ses riches provinces de Syrie, de Palestine et d'Égypte. Alexandrie tombe en 642, Carthage en 698. L'Empire perse sassanide, quant à lui, s'effondre complètement. Ce recul territorial dramatique s'accompagne d'une transformation profonde de l'État byzantin. D'un empire méditerranéen multilingue et multiculturel, Byzance se resserre sur un territoire plus homogène, centré sur l'Asie mineure, les Balkans et quelques avant-postes en Italie. Le grec devient définitivement la langue officielle, remplaçant le latin qui n'est plus qu'une langue cérémonielle. Face à la menace arabe, les empereurs réorganisent l'administration provinciale. Le système des thèmes se met en place. Des circonscriptions à la fois civiles et militaires, dirigées par un stratège qui cumule les pouvoirs civils et militaires. C'est une militarisation de la société byzantine, nécessaire pour la survie de l'État. Imaginez ces provinces transformées en camps retranchés, des paysans soldats qui cultivent la terre mais sont prêts à prendre les armes au premier signal d'alerte, des forteresses qui jalonnent les routes, des systèmes de feu de signalisation sur les collines, capables de transmettre un message de la frontière à Constantinople en quelques heures. Constantinople elle-même subit 2 sièges majeurs, en 674 et en 717. À chaque fois, la ville résiste grâce à ses murailles impressionnantes et à une arme secrète, le feu grégeois, un composé incendiaire qui avait la propriété de brûler même sur l'eau,
semant la terreur dans les flottes ennemies. Pouvez-vous imaginer la scène? Des navires arabes qui s'approchent des murailles maritimes de la ville. Soudain, des siphons montés sur les remparts ou sur des navires byzantins projettent un liquide enflammé qui s'abat sur les embarcations ennemies. Des flammes impossibles à éteindre qui dévorent le bois, les voiles, les hommes. Une technologie militaire avancée qui restera un secret d'État jalousement gardé pendant des siècles. Cette période de crise coïncide avec une autre convulsion interne, la querelle des icônes. En 726, l'empereur Léon III l'Isorien lance une politique iconoclaste interdisant la représentation du Christ, de la Vierge et des saints. Pendant plus d'un siècle, avec quelques interruptions, cette politique divise profondément la société byzantine. D'un côté, les iconoclastes, briseurs d'images, qui considèrent la vénération des icônes comme une forme d'idolâtrie contraire au deuxième commandement. De l'autre, les iconodules, serviteurs des images, qui défendent dans la légitimité théologique de la représentation du divin incarné. Cette querelle n'était pas qu'une dispute théologique abstraite. Elle reflétait des tensions sociales et politiques profondes. L'armée, souvent recrutée dans les régions orientales de l'Empire, où les influences juives et musulmanes étaient plus fortes, tendait vers l'iconoclasme. Le clergé et les moines, ainsi que la population de Constantinople, défendaient généralement les icônes. Des monastères furent fermés, des moines persécutés, des œuvres d'art inestimables détruites. L'art byzantin de cette période porte les stigmates de cette crise, avec un repli vers des motifs non figuratifs, croix, motifs végétaux ou géométriques. Ce n'est qu'en 843 que l'impératrice Théodora restaura définitivement le culte des icônes. Le premier dimanche de Carême, une procession solennelle réinstalla les icônes dans Sainte-Sophie. Aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe célèbre cet événement comme le triomphe de l'orthodoxie. La Renaissance macédonienne. Après les turbulences du 7e et du 8e siècle, l'Empire byzantin connaît une période de stabilisation et de renouveau sous la dynastie macédonienne, fondée par Basile Ier en 867. Cette dynastie régnera jusqu'en 1056, présidant à ce que certains historiens considèrent comme l'apogée culturelle et politique de Byzance. Basile Ier lui-même incarnait parfaitement le mythe du self-made man byzantin. D'origine humble, peut-être arménienne ou slave, il commença comme simple palefrenier avant de gravir tous les échelons jusqu'au trône impérial. Sa force physique légendaire, on raconte qu'il pouvait lutter contre un lion, impressionna l'empereur Michel, III qui en fit son favori, puis son co-empereur, avant que Basile ne le fasse assassiner pour régner seul. Sous Basile et ses successeurs, l'Empire connaît un redressement spectaculaire. L'administration est réformée, les finances assainies. Un nouveau recueil de lois, les basiliques, actualise l'œuvre juridique de Justinien. La marine byzantine redevient maîtresse de la mer Égée, sécurisant les routes commerciales essentielles. Sur le plan militaire, c'est une période d'expansion. Les généraux de la dynastie repoussent les frontières en Orient, reconquérant des territoires perdus depuis l'expansion arabe. Le plus célèbre d'entre eux, Nicéphore Phocas, reprend la Crète et Chypre, puis la Cilicie et une partie de la Syrie, incluant Antioche, deuxième ville de l'ancien empire romain d'Orient. Son neveu et successeur, Jean Tzimiskès, pousse jusqu'en Palestine, s'approchant de Jérusalem sans toutefois la prendre. Ses conquêtes orientales sont consolidées par l'établissement de nouvelles provinces et par une politique de colonisation militaire. À l'ouest, Basile II, surnommé le tueur de Bulgares, mène une guerre acharnée contre le premier empire bulgare qui menaçait Constantinople. Après des décennies de lutte, il remporte une victoire décisive à la bataille de Kleidion en 1014. La légende veut qu'il ait fait crever les yeux à 14 000 prisonniers bulgares, ne laissant qu'un œil à un homme sur 100 pour guider les autres au retour. Que cette histoire soit vraie ou exagérée, elle illustre la réputation de dureté de Basile II.
Cette expansion territoriale s'accompagne d'un rayonnement culturel sans précédent. On parle de Renaissance macédonienne pour désigner ce renouveau des arts, des lettres et des sciences. Les manuscrits enluminés de cette période témoignent d'un retour au modèle classique, avec un style plus naturaliste que celui des périodes précédentes. Des érudits comme Photius, patriarche de Constantinople, et plus tard Michel Psellos, incarnent cette effervescence intellectuelle. Photius, dont la bibliothèque contient des résumés et commentaires de 280 ouvrages, dont beaucoup sont aujourd'hui perdus, représente l'érudition encyclopédique de cette époque. Psellos, philosophe néo-platonicien, historien et conseiller de plusieurs empereurs, incarne quant à lui l'idéal du fonctionnaire lettré. Imaginez les scriptoria des monastères byzantins. Ces salles où des moines copistes reproduisent méticuleusement les textes antiques. L'odeur du parchemin, le grattement des calames, la concentration silencieuse de ces hommes qui préservent le savoir ancien. Grâce à eux, des pans entiers de la littérature grecque classique nous sont parvenus. Constantinople elle-même se transforme. De nouveaux palais, de nouvelles églises embellissent la ville. Le Grand Palais, complexe labyrinthique au cœur de la capitale, s'enrichit de nouvelles salles de réception, de nouveaux jardins. Le cérémonial de cour, déjà élaboré, atteint des sommets de sophistication, comme en témoigne le De Cérémonis, manuel de protocole compilé sous Constantin VII Porphyrogénète. Pouvez-vous imaginer l'impression que devait produire la cour byzantine sur les visiteurs étrangers? L'empereur, assis sur un trône mécanique qui pouvait s'élever dans les airs pendant que des lions mécaniques rugissaient et que des oiseaux automates chantaient sur des arbres en or. Les dignitaires en costumes somptueux s'inclinant selon un ordre et un degré précisément définis. Les chants liturgiques qui résonnaient sous les voûtes dorées. Tout était conçu pour manifester la puissance et la légitimité divine du Basilus, l'empereur des Romains. C'est aussi à cette époque que se joue un drame aux conséquences durables, le schisme de 1054 qui consomme la rupture entre les églises d'Orient et d'Occident. Des différences théologiques, comme la question du filioque, la procession du Saint-Esprit, des divergences liturgiques et disciplinaires, comme le célibat des prêtres, et surtout des rivalités politiques entre Rome et Constantinople aboutissent à l'excommunication mutuelle du patriarche Michel Cérulaire et du légat papal, Humbert de Moyamoutier. Ce qui semblait n'être qu'une querelle de plus entre prélats s'avérera une fracture durable de la chrétienté. Les tentatives de réconciliation ultérieures, comme au Concile de Florence en 1439, échoueront face à l'incompréhension mutuelle et aux pressions politiques. Le choc des croisades. À la fin du XIe siècle, alors que l'Empire byzantin commence à montrer des signes d'affaiblissement après l'apogée de la période macédonienne, un événement majeur vient bouleverser l'équilibre des puissances en Méditerranée orientale, les croisades. La première croisade est paradoxalement le résultat d'un appel à l'aide byzantin. En 1095, l'empereur Alexis Ier Comnène envoie des émissaires au pape Urbain II pour demander des mercenaires occidentaux contre les Turcs seldjoukides, qui, après leur victoire décisive à Manzikert en 1071, ont conquis presque toute l'Asie mineure, cœur historique de l'Empire byzantin. Ce qu'Alexis espérait, c'était quelques milliers de soldats professionnels qui serviraient sous bannière impériale. Ce qu'il obtint, c'était tout autre chose. Une vague massive de chevaliers, de soldats et même de civils, galvanisés par l'idée de libérer Jérusalem et le Saint-Sépulcre. Imaginez la stupeur des Byzantins lorsque ces armées occidentales commencèrent à affluer vers Constantinople. Des hommes aux coutumes étranges, parlant des langues incompréhensibles, portant des armures différentes, avec une conception de la guerre et de la religion qui divergeait profondément de la vision byzantine. Pour ces Occidentaux, les Byzantins, malgré leur christianisme, semblaient presque aussi étrangers et suspects que les musulmans. La méfiance était mutuelle. Les chroniqueurs latins dépeignent les Byzantins comme efféminés,
perfide et trop enclin au compromis avec les musulmans. Les sources byzantines présentent les croisés comme des barbares grossiers, avides et imprévisibles. Alexis parvint néanmoins à gérer cette situation délicate. Il obtint des chefs croisés un serment de fidélité, promettant de lui restituer les anciennes terres byzantines qu'il reconquérait. En échange, il fournit guides, approvisionnement et soutien naval. La première croisade fut un succès militaire. Nicée, Antioche, puis Jérusalem tombèrent aux mains des croisés. Mais politiquement, ce fut plus mitigé pour Byzance. Si Nicée fut bien restituée à l'Empire, Antioche et les autres conquêtes levantines devinrent des États latins indépendants. Le rêve byzantin de restaurer l'Empire dans ses frontières orientales s'éloignait. Les croisades suivantes furent encore plus problématiques. Lors de la deuxième croisade, les armées de Conrad III d'Allemagne et de Louis VII de France traversèrent l'Empire dans un climat de tension croissante. Des escarmouches éclatèrent entre Byzantins et croisés. Mais c'est la quatrième croisade qui allait porter un coup terrible à l'Empire. Initialement dirigée contre l'Égypte, elle fut détournée vers Constantinople suite à une série d'événements complexes. Une dette envers Venise qui finançait l'expédition, l'intervention d'un prétendant au trône byzantin promettant richesse et soutien, et les tensions religieuses accumulées depuis des décennies. En avril 1204, après un siège, les croisés prirent Constantinople. Pour la première fois de son histoire, la ville tombait. S'ensuivit un sac d'une violence inouïe. Pendant 3 jours, la ville fut livrée au pillage. Des trésors inestimables furent détruits ou volés. Les 4 chevaux de bronze qui ornent aujourd'hui la façade de Saint-Marc à Venise proviennent de ce pillage. Un empire latin fut établi sur les ruines de Byzance, avec Baudouin de Flandre comme empereur. L'empire byzantin semblait avoir vécu. Pourtant, il survécut en exil. 3 États grecs se formèrent sur les marges. L'empire de Nicée, en Asie mineure, l'empire de Trébizonde sur la mer Noire, et le despotat d'Épire dans les Balkans. C'est l'empire de Nicée, sous la dynastie des Laskaris, puis des Paléologues, qui parvint à reconquérir Constantinople en 1261. Michel VIII, paléologue, put ainsi restaurer l'empire byzantin, mais celui-ci n'était plus que l'ombre de sa puissance passée. Mais recueille le long déclin, l'empire paléologue. L'empire restauré des paléologues, qui durera de 1261 à 1453, est une entité fragile et diminuée. Son territoire est réduit à Constantinople et ses environs, quelques îles égéennes, une partie de la Grèce et une enclave autour de Thessalonique. L'Asie mineure, berceau historique de la puissance byzantine, est presque entièrement perdue au profit des Émirats turcs. Économiquement, l'empire est exsangue. Les ressources fiscales sont drastiquement réduites. Pire encore, Byzance devient dépendante des républiques maritimes italiennes, notamment Gênes et Venise, qui contrôlent son commerce et bénéficient de privilèges commerciaux étendus. Le quartier génois de Galata, sur la rive nord de la Corne d'Or, devient plus prospère que Constantinople elle-même. La monnaie byzantine, l'hyperpère, qui avait maintenu son titre d'or pendant des siècles, subit des dévaluations successives. L'armée impériale, autrefois redoutée dans tout le Moyen-Orient, n'est plus qu'une force symbolique contraignant les empereurs à recourir à des mercenaires coûteux. Pourtant, malgré ses difficultés matérielles, l'Empire connaît un dernier sursaut culturel. On parle parfois de renaissance paléologue pour désigner ce renouveau intellectuel et artistique. Des érudits comme Maxime Planude, Théodore Métochites ou Gemiste Pléton redécouvrent et commentent les textes de l'Antiquité classique. Leur travail influencera directement la Renaissance italienne, surtout après la chute de Constantinople, lorsque de nombreux savants byzantins émigreront en Italie. Dans le domaine artistique, les fresques et mosaïques de cette période témoignent d'un style plus émotionnel, plus humaniste, qui préfigure certaines évolutions de l'art occidental. L'église du monastère de Cora, aujourd'hui Carrier-Camille,
avec ses mosaïques et fresques commandées par Théodore Métochites, est l'exemple le plus parfait de cet art paléologue raffiné. Imaginez-vous parcourant les galeries de ce joyau architectural. Les mosaïques dorées qui racontent la vie de la Vierge et du Christ, avec une expressivité nouvelle. Les visages qui transmettent des émotions subtiles, la tendresse, l'inquiétude, la douleur. Les paysages et architectures en arrière-plan qui créent une illusion de profondeur. Un art qui, tout en restant fidèle au canon byzantin, les renouvelle par une sensibilité nouvelle. Mais cette effervescence culturelle ne peut masquer la précarité politique. L'Empire est pris en étau entre des puissances montantes. À l'ouest, les royaumes latins et surtout les républiques maritimes italiennes qui contrôlent ses ressources économiques. À l'est et au nord, la montée inexorable des Turcs ottomans qui, à partir de leur base en Anatolie occidentale, commencent à s'étendre dans les Balkans. Au XIVe siècle, les Ottomans traversent les Dardanelles et s'implantent en Europe. Andrinople, aujourd'hui Édirne, tombe en 1369 et devient leur capitale européenne. Les Byzantins sont réduits à un rôle de vassaux, contraints de fournir troupes et tribus au sultan ottoman. Les empereurs paléologues tentent désespérément d'obtenir de l'aide occidentale en proposant l'union des églises. Au concile de Lyon en 1274, puis au concile de Florence en 1439, ils acceptent formellement la primauté papale et les positions théologiques latines. Mais ces unions, imposées d'en haut, se heurtent à l'opposition farouche du clergé et du peuple byzantin. Mieux vaut voir le turban turc à Constantinople que la mitre latine, aurait déclaré le mégaduc Lucas Notaras, exprimant un sentiment largement répandu. Les derniers empereurs byzantins sont réduits à un territoire minuscule et à un pouvoir symbolique. Jean VIII, puis Constantin XI, le dernier empereur, règne sur une ville en déclin, entourée de toutes parts par les possessions ottomanes. Constantinople n'est plus qu'une enclave chrétienne dans un espace désormais dominé par les Turcs. En 1453, le jeune sultan Mehmed II décide d'en finir avec ce vestige de l'Empire romain. Avec une armée estimée à 85 000 hommes et une artillerie moderne, incluant des canons géants capables de projeter des boulets de pierre de 400 kg, il met le siège devant Constantinople. Face à lui, l'empereur Constantin XI ne peut aligner que quelques milliers de défenseurs. Des Grecs, mais aussi des Vénitiens, des Génois, et même quelques Catalans et Aragonais. La disparité des forces est écrasante. Le siège commence le 6 avril. Pendant près de 2 mois, les défenseurs résistent héroïquement. Une chaîne massive barre l'entrée de la Corne d'Or, empêchant la flotte ottomane d'y pénétrer. Mais Mehmet contourne l'obstacle en faisant transporter ses navires par voie terrestre, sur des rondins de bois, depuis le Bosphore jusqu'à la Corne d'Or, prenant les défenseurs à revers. L'assaut final est lancé le 29 mai. Les janissaires, troupes d'élite ottomane, parviennent à percer les défenses près de la porte Saint-Romain. L'empereur Constantin XI, refusant de survivre à son empire, aurait jeté sa pourpre impériale et se serait lancé dans la mêlée, trouvant une mort anonyme parmi ses soldats. La chute de Constantinople marque conventionnellement la fin de l'Empire byzantin et, pour beaucoup d'historiens, la fin du Moyen Âge. Une tradition veut que des érudits byzantins, fuyant la conquête ottomane, aient emporté avec eux en Italie les manuscrits anciens qui alimenteront la Renaissance. Si cette vision est simpliste, les échanges intellectuels entre Byzance et l'Occident étaient bien antérieurs, elle contient néanmoins une part de vérité symbolique. Byzance, dernière héritière directe de l'Antiquité classique, transmettait son flambeau à l'Europe moderne naissante. L'héritage byzantin, une influence durable. Malgré sa disparition politique, l'Empire byzantin a laissé un héritage profond qui continue de façonner notre monde. Cet héritage est multiforme et souvent sous-estimé, précisément parce qu'il a été si bien assimilé qu'il en est devenu invisible. Commençons par l'héritage religieux et culturel.
L'orthodoxie orientale, issue de la tradition byzantine, est aujourd'hui pratiquée par environ 300 millions de fidèles, principalement en Europe orientale, en Russie, dans les Balkans, en Grèce et au Moyen-Orient. Les liturgies célébrées dans les églises orthodoxes contemporaines suivent essentiellement les rites codifiés à Byzance. L'art religieux orthodoxe, avec ses icônes au fond doré et ses figures hiératiques, perpétue directement les canons esthétiques byzantins. Même la musique liturgique, avec ses chants a cappella et ses modes spécifiques, descend en droite ligne des traditions musicales de Constantinople. En Russie, l'influence byzantine fut particulièrement profonde. Après la conversion du prince Vladimir de Kiev en 988, la Rousse de Kiev adopta non seulement le christianisme orthodoxe, mais aussi l'alphabet cyrillique dérivé du grec, des modèles architecturaux byzantins et de nombreuses serres. Pratiques administratives et cérémonielles. Moscou se proclama troisième Rome après la chute de Constantinople, s'érigeant en héritière de la tradition impériale byzantine. L'influence byzantine s'étendit bien au-delà du monde orthodoxe. Le Code justinien, parti du Corpus Juris Civilis, fut redécouvert en Occident au XIe siècle et devint la base du droit civil dans de nombreux pays européens. Les concepts juridiques romains, préservés et développés par les juristes byzantins, imprègnent encore les systèmes juridiques de nombreux pays. L'art et l'architecture occidentaux ont également été marqués par l'influence byzantine. Les mosaïques de Ravenne, en Italie, témoignent directement de cette influence. La basilique Saint-Marc à Venise, avec ses coupoles et ses décors intérieurs, est essentiellement un édifice de style byzantin en plein cœur de l'Occident. Plus subtilement, certains historiens de l'art voient dans l'expressivité de l'art paléologue tardif une influence sur les primitifs italiens comme Cimabue ou Duccio. Sur le plan économique, l'héritage byzantin est peut-être moins évident, mais tout aussi significatif. Le solidus byzantin, puis l'hyperpère, ont été pendant des siècles les monnaies internationales par excellence, acceptées de la Chine à l'Angleterre. Leur stabilité a fourni un modèle pour les systèmes monétaires ultérieurs. Les pratiques commerciales byzantines, avec leur système de crédit, de lettres de change et de contrats standardisés, ont également influencé le développement du commerce international. Les guildes d'artisans byzantines, strictement réglementées par l'État, préfigurent à certains égards les corporations médiévales occidentales. Mais l'héritage le plus précieux de Byzance est peut-être d'ordre intellectuel. Pendant que l'Occident traversait les siècles obscurs du Haut Moyen-Âge, les scriptoria byzantins préservaient méticuleusement les textes de l'Antiquité grecque. Sans ce travail patient de copie et de commentaires, une grande partie de la littérature, de la philosophie et de la science grecque aurait été perdue. Platon, Aristote, Euclide, Ptolémée, Galien. Nous lisons ces auteurs fondamentaux grâce aux manuscrits byzantins qui ont traversé les siècles. Les commentaires des érudits byzantins ont souvent enrichi notre compréhension de ces textes. Et lorsque ces manuscrits ont atteint l'Italie, notamment après la chute de Constantinople, ils ont fourni une matière première essentielle à la Renaissance. L'Empire byzantin nous a également légué des chefs-d'œuvre architecturaux dont certains sont encore debout. Sainte-Sophie, transformée en mosquée après la conquête ottomane, puis en musée au XXe siècle et récemment reconvertie en mosquée, reste un témoignage extraordinaire du génie architectural byzantin. Les églises de Ravenne, de Thessalonique, de Latos, les monastères de Cappadoce perpétuent cet héritage dans la pierre. Même dans notre vocabulaire quotidien, des traces de Byzance subsistent. Le mot byzantin lui-même est entré dans la langue pour désigner des systèmes complexes, parfois à l'excès. Si cette connotation péjorative ne rend pas justice à la sophistication réelle de l'administration impériale, elle témoigne néanmoins de l'impression durable que cette civilisation a laissée dans l'imaginaire occidental. Byzance, un empire méconnu. Pourquoi, malgré cette influence profonde, l'empire byzantin reste-t-il relativement méconnu du grand public? Pourquoi, dans notre imaginaire collectif,
Rome s'effondre en 476 après Jésus-Christ, laissant place à un Moyen-Âge occidental, comme si la continuité romaine en Orient n'existait pas. Cette perception déformée a des racines historiques profondes. D'abord, l'historiographie occidentale traditionnelle, depuis Édouard Gibbon au XVIIIe siècle, a longtemps présenté Byzance comme une dénaturation, une dégénérescence de la Rome antique. L'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. De Gibbon dépeint Byzance comme une civilisation sclérosée, engoncée dans des querelles théologiques stériles et incapable de maintenir la vigueur de Rome. Cette vision négative s'enracine dans les préjugés religieux et culturels. Pour les historiens protestants comme Gibbon, l'orthodoxie byzantine, avec son culte des icônes et son cérémonial élaboré, apparaissait comme une dérive superstitieuse par rapport au christianisme primitif. Pour les humanistes occidentaux, l'abandon progressif du latin au profit du grec semblait une rupture avec l'héritage classique, plutôt qu'un retour aux sources helléniques de la civilisation méditerranéenne. Le schisme de 1054 entre les églises d'Orient et d'Occident a creusé un fossé culturel qui n'a cessé de s'élargir. Pour l'Occident catholique, puis protestant, Byzance est devenu l'autre chrétien, à la fois familier et étranger. Les stéréotypes négatifs sur les Grecs, accusés de duplicité et de sophistication excessive, ont nourri cette incompréhension. La conquête ottomane a achevé de couper Byzance de la mémoire occidentale. Les monuments byzantins, transformés en mosquées ou laissés à l'abandon, les archives dispersées ou détruites, les communautés grecques réduites à un statut minoritaire dans l'Empire ottoman, tout conspirait à effacer le souvenir vivant de cette civilisation. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des historiens comme Charles Diehl ou Ferdinand Gregorovius ont commencé à réhabiliter l'histoire byzantine, la présentant non plus comme une longue décadence, mais comme une civilisation originale et créative, digne d'être étudiée pour elle-même. Aujourd'hui encore, cette réévaluation continue. Les historiens contemporains soulignent la résilience extraordinaire de cet empire, qui a survécu près de 1000 ans dans un environnement hostile, sa capacité d'adaptation et d'innovation, et son rôle de pont culturel entre l'Antiquité et l'art. Modernité entre l'Orient et l'Occident. Ils mettent également en lumière des aspects longtemps négligés. Le rôle des femmes dans la société byzantine, plus important qu'on ne l'a longtemps cru. La diversité ethnique et culturelle de l'Empire. Sa tolérance relative en matière religieuse, due moins par comparaison avec l'Occident médiéval. Sa diplomatie sophistiquée, qui préférait souvent les alliances et les tribus aux guerres coûteuses. Peut-être assistons-nous aujourd'hui à une redécouverte de Byzance, non plus comme une simple continuation de Rome, ni comme une curiosité orientale, mais comme un chapitre essentiel de l'histoire européenne et méditerranéenne. Un empire qui a su concilier héritage classique et innovation médiévale, tradition romaine et influence orientale, pouvoir impérial et foi chrétienne. Byzance nous fascine peut-être aussi parce qu'elle représente une alternative historique, une voie différente de celle qu'a suivie l'Occident. Que serait devenue la civilisation européenne si l'Empire avait résisté aux Ottomans? Si Constantinople était resté un centre intellectuel majeur, au lieu de céder ce rôle à Venise, Florence ou Paris, si le schisme avait été évité, maintenant l'unité de la chrétienté, ces questions contrefactuelles sont bien sûr sans réponse, mais elles nous invitent à réfléchir sur les contingences de l'histoire et la multiplicité des développements possibles. Les paradoxes byzantins. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de la civilisation byzantine réside dans ses paradoxes apparents, ces tensions créatrices qui ont façonné son identité unique. Premier paradoxe, Byzance était à la fois conservatrice et innovante. D'un côté, l'Empire se voulait le gardien fidèle de la tradition romaine. Les empereurs byzantins se considéraient comme les successeurs légitimes d'Auguste et de Constantin. Les titres et institutions romains persistaient, le droit romain restait la base du système juridique. Pourtant, dans le même temps,
Byzance n'a cessé d'innover pour s'adapter à un monde changeant. L'administration a été réformée à plusieurs reprises. De nouveaux systèmes défensifs comme les thèmes ont été mis en place. La langue officielle est passée du latin au grec. La culture s'est progressivement hellénisée et orientalisée. C'était un conservatisme dynamique qui préservait l'essentiel en acceptant de transformer l'accessoire. Deuxième paradoxe, Byzance était profondément religieuse mais pragmatique dans sa politique. L'empire était imprégné de christianisme. L'empereur était considéré comme le représentant de Dieu sur terre, le défenseur de l'orthodoxie. Les fêtes religieuses rythmaient la vie publique. Les débats théologiques passionnaient toute la société, des plus humbles aux plus puissants. Pourtant, la diplomatie byzantine faisait preuve d'un pragmatisme remarquable. Les empereurs n'hésitaient pas à s'allier avec des peuples païens ou musulmans contre des rivaux chrétiens si l'intérêt de l'État l'exigeait. Ils pratiquaient une réelle politique avant la lettre, utilisant l'or, la diplomatie matrimoniale, les divisions entre leurs ennemis, plutôt que de se lancer dans des croisades idéologiques. Troisième paradoxe, Byzance était à la fois européenne et orientale. Par ses racines, sa religion, une grande partie de son territoire, Byzance appartenait à l'Europe. Elle a profondément influencé la culture européenne, notamment en Europe orientale et balkanique. Mais elle était aussi tournée vers l'Orient. Constantinople regardait autant vers l'Asie que vers l'Europe. Les influences persanes, arabes, puis turques ont marqué sa culture, son art, son mode de vie. Cette position de carrefour lui a permis de jouer un rôle de médiatrice culturelle, transmettant des techniques, des idées, des œuvres d'art entre ces mondes différents. Quatrième paradoxe. Byzance combinait un pouvoir impérial absolu en théorie avec des limitations pratiques considérables. L'empereur byzantin, le Basileus, était en principe un autocrate, un souverain absolu tenant son pouvoir directement de Dieu. Le cérémonial de cour, codifié jusqu'à l'extrême, manifestait cette conception sacrée du pouvoir. Pourtant, dans la pratique, ce pouvoir était limité par de nombreux facteurs. Le rôle du Sénat et des hauts fonctionnaires, l'influence de l'Église et du patriarche, le poids de l'aristocratie terrienne, et surtout la possibilité toujours présente de révolte populaire ou de coup d'État militaire. La démocratie violente des émeutes urbaines ou des pronunciamientos servait de contrepoids informel mais efficace à l'autocratie impériale. Cinquième paradoxe, Byzance était une société hiérarchisée mais relativement mobile. La société byzantine était strictement stratifiée, avec une étiquette minutieuse définissant la place de chacun, des titres honorifiques précis, des vêtements codifiés selon le rang, des places assignées lors des cérémonies manifestaient cette hiérarchie. Mais c'était aussi une société où l'ascension sociale restait possible. Des hommes d'origine modeste comme Justinien ou Basile Ier ont pu s'élever jusqu'au trône impérial. L'administration offrait des possibilités de promotion basées au moins partiellement sur le mérite et l'éducation. L'Église constituait une autre voie de mobilité sociale, permettant à des hommes de talent mais de naissance obscure d'accéder aux plus hautes dignités ecclésiastiques. Ces paradoxes ne sont pas des contradictions, mais plutôt des équilibres dynamiques qui ont permis à Byzance de s'adapter et de survivre pendant un millénaire dans un environnement hostile. Ils témoignent d'une civilisation complexe qui ne peut être réduite à des stéréotypes simplistes. Une civilisation raffinée et résiliente. Si l'on devait résumer l'essence de la civilisation byzantine en quelques traits fondamentaux, deux qualités émergent, le raffinement et la résilience. Le raffinement byzantin se manifeste dans tous les domaines. Dans l'art, qu'il s'agisse des mosaïques étincelantes de Ravenne ou de Constantinople, des icônes aux expressions hiératiques et intériorisées, des manuscrits enluminés aux couleurs éclatantes, ou de l'architecture équilibrant masse et espace avec une maîtrise consommée. L'art byzantin recherche moins le naturalisme que la transcendance, moins l'imitation de la nature
que sa transfiguration spirituelle. Dans la littérature, ce raffinement s'exprime par une langue travaillée, héritière de la rhétorique antique, mais adaptée aux besoins nouveaux, capable d'exprimer aussi bien les subtilités théologiques que les émotions personnelles. La poésie byzantine, souvent négligée, témoigne d'une sensibilité complexe, jouant sur les références classiques tout en exprimant une spiritualité chrétienne. Dans les relations sociales, le raffinement byzantin se traduit par un cérémonial élaboré, une étiquette minutieuse qui régit chaque aspect de la vie publique et même privée. Ce n'est pas simplement de la pompe vide, c'est l'expression d'une conception du monde où l'ordre terrestre reflète l'ordre céleste, où chaque geste, chaque parole a une signification symbolique profonde. Quant à la résilience, elle est peut-être la qualité la plus remarquable de Byzance. Peu d'empires ont survécu à autant de crises existentielles. La perte de ses provinces les plus riches au 7e siècle aurait dû signifier la fin de Byzance. Elle s'est adaptée et a survécu. Les sièges arabes de Constantinople auraient dû la faire tomber. Elle a tenu bon. Le sac de 1204 par les croisés aurait dû être un coup fatal. Elle s'est relevée pour 2 siècles et demi de plus. Cette résilience tient à plusieurs facteurs. D'abord, une capacité d'adaptation institutionnelle remarquable. Face aux menaces arabes, l'Empire réorganise son administration provinciale avec le système des thèmes. Face à la perte de l'Égypte, il développe de nouvelles sources d'approvisionnement en céréales. Face aux défis financiers, il réforme sa fiscalité et sa monnaie. Ensuite, une diplomatie sophistiquée qui a souvent permis de compenser les faiblesses militaires. Le principe byzantin de diviser pour régner, appliqué aux peuples frontaliers, l'usage habile des subsides pour transformer des ennemis en alliés, les mariages dynastiques qui créent des liens avec les puissances voisines. Tout un arsenal de méthodes non violentes qui a souvent épargné à l'Empire des guerres coûteuses. Enfin, une identité culturelle et religieuse forte qui a maintenu la cohésion sociale même dans les moments les plus difficiles. Le sentiment d'être les héritiers de Rome, les gardiens de la civilisation face à la barbarie, les défenseurs de la vraie foi. Ces convictions partagées ont donné aux Byzantins la force morale de résister là où d'autres auraient abandonné. Raffinement et résilience. Ces deux qualités peuvent sembler contradictoires. On associe souvent le raffinement à la fragilité, à la décadence même. Pourtant, l'exemple byzantin nous montre qu'une civilisation peut être à la fois sophistiquée et robuste, capable de subtilité intellectuelle et artistique, tout en faisant preuve d'une extraordinaire capacité de survie. C'est peut-être là l'une des leçons les plus précieuses que nous offre l'histoire byzantine. La complexité n'est pas nécessairement une faiblesse. Une société peut être hiérarchisée, cérémonieuse, attachée à des traditions séculaires, et néanmoins capable de s'adapter, d'innover, de se réinventer face à l'adversité. L'histoire byzantine nous rappelle aussi que la décadence supposée d'une civilisation est souvent un jugement rétrospectif simpliste. Ceux qui vivaient dans l'Empire au XIIe ou XIIIe siècle ne se considéraient pas comme les habitants d'un État en déclin, mais comme les citoyens de la plus grande puissance chrétienne, héritière d'une tradition millénaire et gardienne d'une culture raffinée. Même dans ces derniers siècles, alors que son territoire s'était drastiquement réduit et que sa puissance militaire était l'ombre d'elle-même, Byzance continuait à produire des œuvres d'art remarquables, à entretenir une vie intellectuelle intense, à maintenir un idéal de civilité. Jusqu'à la fin, les Byzantins sont restés fidèles à leur conception d'un monde ordonné, hiérarchisé, où la beauté et le cérémonial étaient des expressions de l'ordre divin. Si l'Empire a fini par tomber, ce n'est pas par épuisement interne, mais face à la montée inexorable d'une puissance plus jeune et plus dynamique. Et même dans sa chute, Byzance a montré sa grandeur. La défense désespérée de Constantinople en 1453, avec un empereur qui choisit de mourir parmi ses soldats plutôt que de survivre à son empire, témoigne d'une noblesse qui force le respect. Byzance
un pont entre les mondes. En guise de conclusion, nous pouvons voir l'Empire byzantin comme un pont entre différents mondes. Pont temporel entre l'Antiquité et la modernité, pont géographique entre l'Europe et l'Asie, pont culturel entre l'héritage gréco-romain et les influences orientales. Sans Byzance, la transmission du savoir antique aurait été bien plus fragmentaire. Les textes grecs, notamment, auraient pu disparaître en grande partie, ne nous parvenant qu'à travers les traductions arabes, elles-mêmes souvent basées sur des versions syriaques intermédiaires. C'est grâce aux scribes et érudits byzantins que nous pouvons lire directement Platon, Aristote, les tragiques grecs, dans des versions relativement fiables. Sans Byzance, l'évolution du christianisme aurait été bien différente. L'orthodoxie orientale, avec sa théologie, sa liturgie, son art, a préservé des aspects du christianisme primitif que l'Occident a parfois modifiés ou abandonnés. Elle offre une vision alternative de ce que peut être une église chrétienne, moins centralisée, moins juridique, plus mystique peut-être que sa contrepartie occidentale. Sans Byzance, l'art européen aurait suivi un chemin différent. L'influence byzantine est évidente dans l'art roman, puis dans certains aspects de la première Renaissance italienne. La redécouverte de l'art byzantin au XIXe siècle a influencé des mouvements comme le symbolisme ou l'art nouveau. Aujourd'hui encore, des artistes contemporains s'inspirent des icônes ou des mosaïques byzantines. Lorsque nous contemplons Sainte-Sophie à Istanbul, lorsque nous admirons les mosaïques de Ravenne, lorsque nous lisons les dialogues de Platon ou les tragédies d'Échille, nous sommes, souvent sans le savoir, les héritiers de Byzance. Cet empire oublié, relégué aux marges de notre conscience historique, a façonné notre monde plus profondément que nous ne l'imaginons. Alors que vous vous endormez ce soir, peut-être rêverez-vous de Constantinople, de ses coupoles dorées et de ses processions solennelles, de ces savants qui copient patiemment les manuscrits anciens, de ces diplomates habiles manœuvrant entre les puissances rivales, de ces empereurs et impératrices qui ont gouverné par la grâce de Dieu pendant plus de 1000 ans. Et peut-être vous réveillerez-vous avec une appréciation renouvelée pour cette civilisation fascinante qui continue de nous parler à travers les siècles. Si vous avez apprécié cette histoire de l'Empire byzantin, n'hésitez pas à proposer des thèmes pour de futures histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et merci de votre écoute.